Mounir Majoubi, bonjour. Bonjour. Alors, merci de répondre aux questions de Comics. C'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes député du 19e arrondissement de Paris. Vous êtes un touche-à-tout un peu au niveau du numérique, puisque vous avez été pendant plusieurs années secrétaire d'État chargé du numérique. Et donc, vous faites parler de vous depuis quelques jours au sujet d'une note que vous avez donc sortie sur le traçage des données mobiles. Une note d'ailleurs dont on mettra le lien sur Clubic et qui est très fourni, très bien expliqué et d'ailleurs dont vous pouvez avoir un bref aperçu à l'écran, chers internautes. Alors tout de suite, une première question assez générique, mais pour vraiment bien restituer le contexte, Mounir, quelle définition du contact tracing vous pourriez nous donner aujourd'hui en quelques mots, on va dire, pour vraiment vulgariser le truc un maximum? Alors, juste avant de parler du contact tracing, je veux rappeler quelques éléments sur le contexte qu'on est en train de vivre. C'est le Bien sûr. Covid-19. Mm. On est tous confinés chez nous. C'est la seule façon, dans le stade 3, de ralentir l'épidémie avec la distanciation sociale. C'est ça la priorité absolue. Tout faire pour qu'à l'hôpital, on puisse tenir l'accueil des personnes en état de réanimation. Ouais. C'est très important que tous les esprits soient là. Et on a des opportunités avec le numérique et avec le mobile de pouvoir très rapidement, de façon exhaustive, reconstruire tout l'historique de contact d'une personne. Moi, je suis détecté positif au Covid, à l'hôpital ou hors de l'hôpital, et on me dit, on va faire l'enquête de contact pour pouvoir essayer de contacter les personnes. Mm. Là, je vais pouvoir dire, écoutez, j'utilise l'application de contact tracing qui a été proposée, je vous mets à disposition les informations pour que vous puissiez contacter de façon anonyme toutes les personnes. Ça ne va pas remplacer l'interview. Il y aura quand même l'interview. C'est-à-dire qu'on va quand même reposer les questions, parce qu'il y a plein de gens qui, peut-être, eux, n'utilisaient pas l'application. Mm. Il y a plein de gens qui, eux, n'y étaient pas. Donc, on va faire l'interview. Et en plus de l'interview, il y aura l'application. Ça va faire quoi? Ça va faire qu'on va pouvoir prévenir encore plus de monde qu'il faut qu'ils restent confinés chez eux 14 jours. Ça va nous permettre de faire qu'une personne contaminée, au lieu de diffuser sur plusieurs dizaines, centaines de personnes, elle va diffuser que sur quelques personnes qui elles-mêmes ne diffuseront pas. Et ça, c'est très important. Alors, une fois qu'on sait à quoi ça sert, eh bien, il y a plein de modalités technologiques pour le faire. Plein. Et Mm. tous les pays ont fait des choix différents. Et la note que j'ai écrite, il y a quelques jours, c'est une note qui fait une photographie de toutes les technologies utilisables, toutes celles qui sont utilisées, avec les limites technologiques, les opportunités technologiques et les questions éthiques qui se posent. Parce que c'est pas la même chose d'utiliser une application décentralisée basée sur le Bluetooth que d'avoir les services secrets qui récupèrent l'intégralité des données des Mm. opérateurs mobiles. Alors on va pouvoir justement rentrer un peu plus dans les détails de la note. Vous avez défini trois usages majeurs, on va dire, hein, qui pourraient découler de ce traçage des données mobiles. Donc on a en gros la cartographie des déplacements des usagers, on a le contact tracking, hein, le backtracking qui permet donc d'identifier les sujets contacts, et puis on a le tracking, tout simplement, qui est un peu le bracelet virtuel électronique, comme vous l'appelez justement, qui permet de contrôler le confinement individuel. Et donc, euh, vous avez un peu, on va dire, volontairement listé de façon pyramidale hein, ces usages. Comment vous pourriez décrire ces types d'usages aujourd'hui? Et ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'on peut avoir besoin des trois. Si on parle du tracing en général, du tracking en général, ça revêt trois dimensions. Hmm. La première dimension, c'est celle des cartographies de données agglomérées. En gros, vous savez, c'est les cartographies qui ont été faites par l'Orange et l'INSERM et qui disent Ouais. il y a 15% des Parisiens, des Franciliens qui ont quitté la région, il y a plus 30% à l'île de Ré. C'est les chiffres qui ont été faits par une start-up, Covimove, le week-end dernier et qui donnent des indicateurs de mobilité par département en disant dans ce département, on a bougé 20% de plus que la semaine d'avant. C'est des grosses données agglomérées. Ça ne fait pas très peur aux protecteurs des libertés individuelles parce que les données, elles sont anonymisées, elles sont agglomérées à des grosses échelles. Hmm. Ça, c'est très utile pour mobiliser les moyens de l'État. Si je sais que j'ai 20% de moins de personnes qui sont en ce moment en Ile-de-France, mais 30% de plus sur l'île de Ré, bah, je vais mettre plus de moyens que d'habitude sur l'île de Ré où il n'y a pas d'hôpital en permanence, par exemple. Là, je vais en mettre un. Toutes ces questions-là, elles sont très importantes pour adapter les services sanitaires et sécuritaires. Le deuxième usage, c'est celui du contact tracing. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est en stade 1 et stade 2 de l'épidémie pour retracer qui j'ai pu contaminer les 15 jours avant mon diagnostic. Donc ça, c'est l'usage numéro 2. Et l'usage numéro 3, qui est beaucoup plus polémique, hein, c'est le bracelet virtuel, Oui. c'est le Hmm. bracelet électronique virtuel. C'est comment, avec les données mobiles, je peux m'assurer qu'une personne n'est pas sortie de chez elle, et si elle est sortie de chez elle, comment je peux le détecter.
Et ben, ces trois usages-là, ils sont utilisés de façon différenciée selon les pays et avec des technologies très différentes. Je fais un parallèle avec l'application Stop Covid sur laquelle plancherait le gouvernement. On pourra en parler un petit peu plus aussi en détail tout à l'heure. Et où vous situerez, vous, cette application? Elle est plutôt au stade de 2 au niveau des usages? Exactement. L'application Stop Covid, c'est une application de contact tracing uniquement. Mm. Et parmi toutes les options technologiques à l'intérieur du contact tracing, ils ont choisi d'évaluer, de regarder l'option qui est la plus protectrice des libertés individuelles. Ouais. C'est-à-dire que l'option qui est évaluée aujourd'hui par le gouvernement, c'est une option dans laquelle aucune des données n'est centralisée. Mm. À aucun moment, l'État n'est informé de qui et où. À aucun moment, on a l'identité des personnes qui utilisent l'application. À aucun moment, on peut avoir des informations qui peuvent être utilisées contre la personne. C'est-à-dire que c'est pas que l'État est vertueux et dit je ne le fais pas, c'est structurellement, cette application ne permet pas de collecter ces informations-là. Ça, c'est la version la plus vertueuse en termes de liberté individuelle. Il faut se poser la question de est-ce que ça va être efficace ou pas pour le Covid. Ça, c'est ce à quoi les scientifiques doivent répondre. Mais en tout cas, en termes de protection des libertés, c'est le max absolu. L'opposé absolu de ça, c'est la version israélienne. Israël a dit la situation est très grave, notre pays est très petit, il faut qu'on se protège. Nous demandons et nous autorisons les services de renseignement à collecter 100% des informations des opérateurs mobiles, 100% des informations disponibles sur les applications officielles, 100% des informations de paiement dans les magasins. On met tout ça dans une méga base de données et on retrace les parcours de tous les citoyens et dès qu'ils sont positifs, on l'utilise pour retracer toutes les personnes avec lesquelles ils ont pu être en contact. Eux, ils ont rajouté un seul garde-fou, c'est que ces données, elles doivent être supprimées au bout de 14 jours et que l'État ne doit jamais garder plus de 14 jours d'historique de données. Bon, bah ça correspond à un système de valeurs et de culture. Moi, je ne suis pas israélien, je ne suis pas dans le même contexte qu'eux. Là-bas, les habitants, la majorité d'entre eux, pensent que c'est équilibré. Bah, ce n'est pas le même rapport qu'on a en France avec l'État, avec les services de renseignement, avec les services de l'intérieur. En France, on ne souhaite pas que l'État collecte 100% des positions géographiques de chacun des Français, même pendant 14 jours. À côté de ça, donc, vous avez listé les technologies qu'on peut associer à ces usages. Donc d'abord, on a le bornage téléphonique, les applis GPS, les systèmes de carte bancaire et de transport aussi, la vidéosurveillance, qu'elle soit dotée ou non d'IA, vous avez précisé, et donc celle sur laquelle planche et se penche le gouvernement aujourd'hui, l'application Bluetooth. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne permet pas de faire la géolocalisation de l'utilisateur et c'est ce qui fait qu'elle sera très certainement plus facilement acceptée par la population aujourd'hui que les autres solutions. En fait, il y a trois choses dans l'application qui sont particulièrement protectrices des libertés individuelles. La première, c'est le fait que c'est du Bluetooth et que donc, ce qui va être inscrit dans la mémoire du téléphone, ça n'est pas « il était présent à cet endroit-là », c'est « là, pendant X temps, il a rencontré le téléphone numéro 244 ouais. Et ils ont été à environ 5 à 10 mètres l'un de l'autre, ils ont été environ 1 mètre l'un de l'autre ». C'est tout ce que ça dit. Le deuxième élément qui est un protecteur, c'est que, vous avez vu l'exemple que je viens de vous dire, il n'y a pas l'identité de la personne. Vous installez l'application, vous n'allez pas mettre votre nom, votre prénom, votre email, votre adresse et votre numéro de sécurité sociale. Vous allez avoir l'application installée et l'application, elle va utiliser un ID, un chiffre d'identification qu'elle va elle-même générer. Et ce qui fait que quand elle va dialoguer avec une autre application, l'autre application ne sait jamais qui est qui. Les deux sont complètement anonymes l'un pour l'autre. Donc, dans le téléphone, il y aura marqué « J'ai croisé le téléphone avec l'ID ici et je le garde ». Et le troisième élément qui est protecteur des libertés individuelles, c'est que toutes ces données, elles ne sont pas envoyées au grand serveur central de l'État. Elles ne sont pas envoyées dans un méga serveur Big Data. Elles sont stockées dans le téléphone de la personne. Et c'est si jamais elle est testée positive et qu'elle va chez son médecin, qu'elle pourra décider de dire « j'ai été testé positif » et que là, une alerte va être envoyée à toutes les personnes qui ont été enregistrées, mais on ne sait pas qui c'est. On a juste les ID des applications. Toutes les personnes vont recevoir une alerte dans leur application qui va dire « quelqu'un que vous avez croisé récemment vient d'être testé positif. Nous vous invitons à surveiller vos symptômes, 2, à consulter votre médecin, 3, à respecter un confinement. » Mais encore une fois, le choix qui a été fait d'explorer là, c'est celui où il y a le maximum de protection. Vous parlez de l'appli Stop Covid, donc on va brièvement, si vous voulez, la décrire un petit peu. Donc, et installation qui sera
On nous dit aussi basé donc sur le volontariat, donc ça c'est très très important. Alors, dans les options qu'ont annoncé le ministre de la Santé et le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, c'est de dire que ce sur quoi il travaille, encore une fois, vous avez compris, l'application, elle n'est pas là. Hein. Et de toute façon, ce n'est pas le moment. Oui. L'application, elle sera utile dans plusieurs mois. Pour l'instant, c'est quelle C'est bien de piste le de travail. préciser. Donc, ils vont lancer une piste de travail sur Stop Covid, avec tous les caractères que nous avons dit depuis tout à l'heure, dont un qui est le consentement des utilisateurs. D'autres pays n'ont pas fait ce choix. D'autres pays ont décidé d'imposer la capture des données. Aujourd'hui, le gouvernement considère que ce n'est pas dans la culture de notre pays de faire ça. Donc application qui sera évidemment temporaire et vous l'avez très justement dit, qui n'enregistre pas de toute façon de données. Il y a la question aussi évidemment de la sécurité des données. Certains s'inquiètent et se disent est-ce que nos données seront chiffrées ou pas Comment on peut les rassurer aujourd'hui? Deux choses. La première, c'est la donnée, si on veut s'assurer de sa sécurité, il faut aussi la rendre la plus pauvre possible. C'est un concept de sobriété des données. C'est-à-dire que il faut toujours réfléchir, qu'est-ce qui se passe si jamais quelqu'un arrive à défoncer tous les murs que j'ai construits et tous les moyens de protection que j'ai fait. C'est-à-dire, quand bien même je fais un chiffrement de très haut niveau, avec un super firewall et une protection, si jamais on la vole, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah là, les réflexions dans l'application, c'est de dire, si jamais à la fin des fins, cette donnée, elle sortait du téléphone de la personne, bah, elle est très pauvre. Déjà parce qu'il n'y a que les données de la personne, il n'y a pas les données d'autres gens. La deuxième, elle est totalement anonymisée. Donc, quelqu'un qui arriverait à le voler n'arrivera à voler qu'une liste d'ID, avec une durée de présence en face, ce qui est quand même très très peu. C'est-à-dire que pour pouvoir faire un truc intéressant, il faudrait que la personne elle soit capable de hacker des millions de téléphones, récupérer dans chacun l'information. Pour chacun, elle devrait réussir à déchiffrer, c'est-à-dire à lancer une stratégie de déchiffrement sur chacun des téléphones qui sera chiffré avec des clés différentes, pour ensuite recomposer une base de données, puis après essayer d'identifier l'identité. C'est impossible. Donc vous avez vu, par design, l'application, elle a quasiment rien à voler. Et en plus de ça, et ça fait partie de toute l'architecture qui est développée par les chercheurs allemands et français, il y a cette idée de chiffrement profond de l'information dès qu'elle est stockée, dès qu'elle est enregistrée. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup, Mounir Majoubi, pour votre participation. C'est très, très sympa de nous avoir accordé cette interview. On vous souhaite bon courage pour la suite, bien évidemment, et à une prochaine fois, espérons, sur Clubic. À bientôt. Merci. Au revoir.